Diffusés tous les jours de 10 à 11, les nouveaux chemins sont réalisés par François Connac et Michel Mestre. À la technique, ils sont préparés par Géraldine Mosna-Savoie et Anne-Catherine Lochard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Quentin Meillassoux pour une émission consacrée à Stéphane Mallarmé. Poème. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Par Stéphane Mallarmé. Il y avait le Mallarmé d'Albert Thibaudet, celui de Jean-Paul Sartre, il y avait le Mallarmé de Jacques Rancière, celui de Milner, il y avait le Mallarmé de Mitsu Rona et de bien d'autres encore. Il y aura dorénavant le Mallarmé de Quentin Meillassoux. Vous me direz pourquoi un nouveau livre sur Mallarmé aujourd'hui et en quoi Mallarmé, ce mendieur d'azur, cet aventurier de l'absolu, ce chantre de la révolution du langage poétique, peut-il nous intéresser ? Mallarmé nous intéresse au titre de la place qu'occupe la fiction dans nos vies. Un jour qu'un enquêteur demandait à Mallarmé pour un journal ce qu'il pensait de l'explosion à la Chambre des députés, le poète de la rue de Rome à Paris répondit « Je ne sais pas d'autre bombe qu'un livre ». La réponse est un peu courte au regard du 11 septembre, mais elle l'est moins si on la rapporte à l'acte d'écrire qui ne saurait se satisfaire d'une simple représentation de ce qui est arrivé ou pourrait arriver. La fiction n'est pas la narration et le poème non plus. La poésie, pour Mallarmé, était une tâche spirituelle. Elle est une fiction subversive, elle est un drame capable de susciter le hasard, en tout cas de le produire sans que le poète, de son vivant, l'ait forcément voulu ou prévu. Quentin Meillassoux est parti à la recherche de cette partition cachée dans le coup de dé de Mallarmé. Il a mené l'enquête à la manière d'Edgar Poe. Son livre est éblouissant. Il nous dévoile la nécessité stricte du hasard et l'absolue contingence de la fiction. Nous l'avons invité pour qu'il nous fasse part de sa découverte. Bonjour Quentin Meillassoux. Bonjour. Alors, un livre de plus sur Mallarmé, comme aurait dit Carmelo Bene, un Shakespeare de plus ou en moins, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, là où votre livre est essentiel, important, il se nomme Le Nombre et la Sirène, un déchiffrage du coup de dé de Mallarmé, et il vient de paraître chez Fayard, c'est que le mot déchiffrage n'est pas du tout un mot usurpé, parce que c'est même plus qu'un déchiffrage, c'est une véritable découverte, mais on ne va pas tout de suite l'indiquer, que vous avez trouvé un nombre dans le coup de dé de Mallarmé. Mais avant d'en venir au poème à proprement parler, Quentin Meillassoux, pourquoi Mallarmé ? Pourquoi un philosophe comme vous, un jeune philosophe, métaphysicien qui avait déjà publié après la finitude, essai sur la nécessité de la contingence, mais bon, on verra que le thème de la contingence, vous ne l'avez pas quitté, un livre que vous aviez publié en 2006, pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire à partir sur Stéphane Mallarmé ? Mallarmé est un poète qui a inspiré de nombreux philosophes français de l'après-guerre. C'est très frappant. Jean Hippolyte, Alain Badiou, Jacques Rancière, Jacques Derrida, Deleuze, Lyotard ont écrit sur Mallarmé et parfois même plus spécifiquement sur le coup de dé. C'est un poète qui captive les philosophes, peut-être comme nul autre, en tout cas concernant les philosophes français. Pour ma part, j'y suis revenu plutôt en lisant Alain Badiou, L'être et l'événement, et son analyse extrêmement frappante du coup de dé comme un poème qu'il considérait être le poème de l'événement indécidable, le poème du pari. Et me fascinait dans cette analyse l'idée que s'y trouvait à la fois exposé
le caractère purement aléatoire du monde et des conditions de la poésie, et en même temps que pouvait, de cet aléatoire, de ce hasard même, se dégager une nécessité tout à fait singulière et fascinante que j'ai tenté d'explorer. Alors, une pensée souvent triviale, enfin plutôt une opinion triviale, veut que Mallarmé soit un poète non pas hermétique, mais seulement difficile. Alors, vous pencheriez plutôt de quel côté quant à Ieyasu ? Alors, c'est une opinion, c'est une thèse qui a effectivement des titres légitimes. Jacques Rancière, qui est un remarquable commentateur de Mallarmé, au titre de philosophe, d'un de ceux que j'ai cités tout à l'heure, disait que, en effet, ou dit que Mallarmé n'est pas hermétique, mais il est difficile. Il voulait dire par là, il voulait écarter certainement de façon légitime toute interprétation qui tenterait de faire valoir chez Mallarmé un secret, soit biographique, soit un secret d'une doctrine ésotérique quelconque. Autant d'aspects du commentaire qui en effet paraissent aujourd'hui désuets. Néanmoins, ce que j'essaye de souligner, c'est qu'il y a chez Mallarmé le désir de crypter de façon numérique son écriture, un désir qui vient avec l'apparition du vers libre, auquel il tente d'opposer la légitimité du poème régulier et en particulier la légitimité du décompte. Mais il le fait de façon tout à fait étrange et singulière. On trouve trace de cette obsession mallarméenne dans ce qu'on appelle les notes en vue du livre, ce livre absolu dont il a rêvé toute sa vie, dont il nous reste donc un certain nombre d'esquisses très fragmentaires, mais qui sont essentiellement composées, ce qui est très surprenant, d'arithmétique, d'opérations arithmétiques, dans lesquelles il tente de soumettre les conditions les plus matérielles du livre, son prix, son nombre d'exemplaires, son nombre de volumes, à des conditions numériques dont le symbolisme est assez clair, puisqu'il est souvent lié au 12 de l'Alexandrin. Autrement dit, Mallarmé a tenté, face au vers libre qui abandonnait toute contrainte métrique et de rime, a tenté de faire valoir un autre type de contrainte, toujours numérique, mais tentant d'exister en dehors des règles métriques traditionnelles, c'est-à-dire du compte des syllabes. Mais alors, cette crise du vers, Quentin Ieyasu, parce que c'est ainsi qu'elle est nommée par lui, elle est néanmoins aussi la conséquence d'une crise spirituelle propre à toutes les générations post-romantiques et surtout celles qui ont vu mourir le mage romantique par excellence, j'ai nommé évidemment Victor Hugo. La poésie pour Mallarmé, le poème en tout cas, doit préparer les rythmes de l'avenir, d'où son croisement aussi avec la musique, voire sa rivalité, disons, avec la musique, et non seulement les rythmes, mais aussi les cérémonies à venir. Et le coup de dé, dont on verra justement la valeur quant au projet calculatoire du livre et notamment la place du nombre que vous avez découvert, le poème donc a aussi fonction de cérémonie. Mallarmé, en effet, appelle interrègne la période dans laquelle il vit après la mort de Hugo. Il y a un trône vacant, le trône de la poésie demeure vacant depuis la mort de Hugo, qui était le vers personnellement, dit Mallarmé. Et ce qui est très frappant, c'est que ce poète reste profondément fidèle, au fond, à ce que la première génération romantique a tenté d'accomplir, c'est-à-dire l'idée d'une religion des poètes. Une religion qui ne serait plus l'ancien christianisme ou l'ancien catholicisme en France, mais qui serait forgée par précisément des poètes qui, tels Lamartine ou Hugo, auraient entériné le caractère irréversible de la Révolution française et auraient déployé une théologie qui serait spécifique à la volonté, dirons-nous, libérale de la société française après la Révolution. Mallarmé qui était républicain. Alors, je dis qu'il est républicain de façon un peu prévocante, en effet. Oui, ça m'a... Parce que je pense que, Antoine Compagnon, dans un texte
très intéressant, a montré qu'il y avait certainement des bouffées antiparlementaires chez Mallarmé, il avait voté Boulanger sous l'influence de sa fille, etc. Mais je crois qu'on peut encore, quand même le dire républicain, mais républicain par défaut. C'est-à-dire qu'il a conscience que l'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir à une société monarchique, à ce qu'il appelle la royauté environnée de prestige. On ne peut pas revenir non plus à une société qui serait tout entière dominée par le catholicisme, ce clergé s'étiole. Il ne croit pas, il n'est pas croyant, au sens où une croyance en une transcendance. Donc il considère qu'il y a un mouvement irréversible. Mais ce qui ne le satisfait pas dans la République, ce qui n'est pas pourtant incompatible avec elle, croit-il, c'est que la République, la Troisième République, avant même la séparation de l'Église et de l'État, est dominée par un esprit de laïcité, c'est-à-dire par la volonté de faire de la religion un espace privé. Chacun suit sa religion dans l'espace privé. Il considère quant à lui que l'État, je le cite, l'État doit un apparat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une religion civique. Cette religion civique, qui ne serait pas, à mon sens, incompatible avec la République, pour Mallarmé, signifie qu'il est resté fidèle au projet romantique d'une religion des poètes. Simplement, il considère qu'elle doit se déployer hors de la croyance dans les anciennes divinités. Alors écoutons Jacques Rancière qui nous parle précisément de cette religion civique et surtout des insuffisances de la démocratie eu égard à cette question du rite et de la cérémonie. Bon, Mallarmé est un penseur de qu'on appelle l'insuffisance de la démocratie, pour lui, disons, ce hasard silencieux de l'urne électorale. Donc Mallarmé est celui qui veut effectivement refonder la cité. La cité a besoin de son ciel, la cité a besoin de sa religion, d'une sorte de magnificence nouvelle. Magnificence nouvelle, et c'est là où tout le problème de Mallarmé, parce que des religions nouvelles de la cité, de l'homme, de la communauté, il en pleut partout, quoi. Et ce que Mallarmé cherche à penser, c'est quelque chose qui à la fois ressemble terriblement à ces grandes messes. Mallarmé intitule trois textes connus, Office. Et il s'agit de concerts où il voit comme effectivement la messe nouvelle. Et en même temps, Mallarmé veut que cette religion soit une religion justement où il n'y ait aucune forme d'incarnation, aucune forme d'identification. Donc penser véritablement une religion qui soit comme le complément de simplement la politique terrestre de la démocratie, une élévation qui soit ce que Mallarmé dit, une amplification à 1000 joies de l'idéal de ciel en chacun. Mais qui soit justement simplement comme le geste abstrait de l'élévation. Et toute sa pensée du théâtre, de la musique, du spectacle, c'est constituer cela comme un lieu de culte, mais un lieu de culte absolument, disons, sans calice, sans hostie, sans rien qu'on dévore, sans identification et sans rien qu'on s'approprie et qu'on se réincarne. Une cérémonie de lecture analogue à une messe sécularisée, geste abstrait de l'élévation, dit Jacques Rancière. Alors, puisque votre livre est concentré sur le coup de dé, quel rapport y a-t-il entre ce souhait mallarméen de la cérémonie et le coup de dé ? Alors peut-être faisons un peu l'histoire, la genèse de ce coup de dé, puisque vous, c'est un véritable coup de force auquel nous allons assister, puisque vous allez faire apparaître un nombre spécifique qui serait poursuivi et surtout engendré par le poème. On va voir comment. Mais ma première question, c'est quel rapport y a-t-il entre ce désir de cérémonie, ce désir de religion conforme à la conscience moderne et le coup de dé qui fait apparaître un nombre crypté ? Alors je crois que ici la chronologie est très éclairante. De 1888 à 1895, il est probable que Mallarmé écrit ses notes en vue du livre dont nous parlions tout à l'heure. C'est dans ces notes qu'il développe cette idée d'un cérémonial de la lecture. Il imagine un opérateur, il appelle cela un opérateur, un lecteur devant une assistance composée de 24 personnes, comme 2 fois 12, c'est-à-dire 2 alexandrins, qui lirait durant 5 ans un livre composé de feuillets mobiles combinés entre eux, multipliant les significations. Mais parallèlement, Mallarmé réfléchit dans plusieurs textes, dont ceux que mentionnait tout à l'heure Jacques Rancière, que nous avons entendu. Il réfléchit sur la question de la cérémonie moderne.
Et ce qu'il perçoit progressivement, et qui apparaît de façon claire dans Office, dans le catholicisme, c'est que, au fond, la poésie ne pourra jamais remplacer la religion chrétienne si elle n'offre pas ce que la messe offrait aux modernes et que les Grecs étaient impuissants à proposer. Les Grecs, pour Mallarmé, c'est le règne de la représentation, du théâtre. Wagner est au fond, avec l'art total, toujours sous la domination de la représentation des Grecs. Or, pour Mallarmé, les modernes ont découvert quelque chose qui est supérieur à la représentation, au travers du Moyen-Âge latin, c'est la messe, c'est-à-dire la présence réelle d'un drame réel. L'Eucharistie, c'est la présence réelle, et en même temps une présence dans l'absence du Christ, présence d'une passion qui elle-même fut réelle, d'un sacrifice qui fut réel. Et il me semble qu'en 1895, Mallarmé se heurte à une aporie, qui est que s'il veut véritablement produire une cérémonie, il faut qu'il trouve une façon de produire l'équivalent de la présence eucharistique du divin, lui qui ne croit pas en Dieu. Et c'est le nombre. Et c'est le nombre. Ah, c'est oui. par le nombre qu'il va y parvenir. Eh bien, il va y parvenir, à mon sens, dans le coup de dé. C'est comme une réponse, en somme, à l'aporie des notes en vue de livre. Dans le coup de dé, il va relater quoi? Alors, il n'y a pas de récit, c'est une succession d'hypothèses, mais néanmoins, dans ces hypothèses, nous voyons apparaître un maître d'équipage, qu'on pourrait aussi bien penser être le maître poétique, comme le disait Mitsurona, qui hésite à lancer des dés, sans doute 2, face au flot furieux de la tempête qui va le noyer dans un instant. Alors ces dés, c'est au fond la volonté de maintenir un vers régulier soumis à un décompte régulier, le 12 de l'Alexandrin parfait, et en même temps, ce lancer de dés signifie, dans l'hypothèse que je propose, à l'acte réel de Mallarmé qui est en train de lancer un nombre codé dans son poème via un décompte particulier. Ce lancer réel signifie donc que le poème nous relate un événement effectif, comme la Passion qui fut effectivement réelle, ou supposément réelle pour tout chrétien. Et en même temps, cela suggère un sacrifice, parce que si un nombre est codé dans le coup de dé, il pourrait ne jamais être découvert. Donc Mallarmé aurait en quelque sorte produit un sacrifice, non pas un sacrifice charnel comme le Christ, mais un sacrifice du sens de son œuvre, en tout cas du coup de dé. Donc il y a une forme de sacrifice effectif. C'est pour ça que je dis que le poème serait, s'il y avait vraiment un nombre codé et réel dans le poème, serait un poème performatif. Il fait ce qu'il dit. Quentin Meilhassou, avant d'annoncer l'advenue d'un nombre unique entre tous, écoutons quelques pèlerins égarés à Bayreuth. Je suis un wagnérien de longue date qui a rêvé longtemps de venir à Bayreuth et qui a enfin pu réaliser son rêve il y a une douzaine d'années. Oh, j'ai cherché longtemps, mais avoir des places à Bayreuth n'est pas facile. C'est un peu un pèlerinage pour moi. Depuis ma plus tendre enfance, j'étais immergé dans les œuvres de Wagner grâce à mon père. Je crois, du point de vue musical, c'est imbattable ce qu'on entend ici. Ça paraît être un grand jour pour moi, puisque c'est la première fois j'ai déjà 50 ans, et c'est la première fois que j'arrive à venir jusqu'ici, au sein des saints. Pour vous, c'est quasiment un pèlerinage, j'ai l'impression, non? Totalement, oui. France Culture, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance pour le livre du philosophe Quentin Meilhassou qui vient de paraître, livre éblouissant, étonnant, passionnant à lire de bout en bout, il s'intitule Le Nombre et la Sirène, un déchiffrage du coup de dé de Mallarmé. Il vient de paraître aux éditions Fayard. Quentin Meilhassou, cette musique n'arrive pas de manière inopportune, il s'agit de Wagner, vous parlez de Wagner dans votre livre, vous insistez sur le fait que le coup de dé est une véritable
partition, mais vous montrez que, à contrario de l'art prétendument total de Wagner, il s'agit, chez Mallarmé, d'arracher la musique aux cordes, cuivre et bois pour la restituer au vers. Oui, Mallarmé, évidemment, doit répondre au défi wagnérien de l'art total, puisque Wagner semble avoir réussi là où les poètes ont échoué, en constituant Bayreuth, n'est-ce pas, en lieu de pèlerinage. Donc, véritablement, en réussissant à ériger une certaine forme de religion de l'art, dominée par la musique plutôt que par la poésie. Alors, Mallarmé considère que la rivalité est essentielle entre poésie et musique parce qu'il s'agit de savoir au fond à qui appartient le chant. Or, ce que Mallarmé reproche à la forme de l'opéra, c'est que la musique par elle-même ne peut pas susciter un sens clair. Elle suscite une ligne d'émotion mais qui n'est pas liée à un sens précis. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'accorder un livret à une musique, au fond nous avons un effet, selon Mallarmé, de juxtaposition. Alors que la poésie, au contraire, suscite une musique par le langage lui-même. Le langage, en quelque sorte, porte une musique immanente dans la poésie, et c'est un art qui n'est plus de juxtaposition, mais au contraire d'unité profonde de la signification et de ce qui, au fond, suscite en nous cette part occulte, ce que Mallarmé appelle le signifiant fermé, cette part absconse de toute subjectivité qui, pour lui, est la forme véritable du divin. Donc il s'agit de rapatrier la musique à l'intérieur du champ de la poésie et de passer d'une musique instrumentale à une musique mentale. C'est pourquoi, même si Mallarmé parle de partition dans l'observation relative au coup de dé de l'édition Cosmopolis, qui est une édition qui précède, la seule du vivant de Mallarmé, du coup de dé qui précède d'un an, de quelques mois plutôt, la rédaction du coup de dé final, eh bien, Mallarmé pense cette partition en termes, à mon sens, plus visuels que auditifs. C'est-à-dire que le coup de dé est un poème, au fond, qui ne peut pas être restitué seulement par la voix. Vous perdez l'ensemble de l'effet si vous ne le voyez pas. Et c'est donc un poème qui contient en lui l'obligation d'être vu. Il y a une variation de la typographie, des polices, il est écrit sur l'espace de la double page et non de la page simple, il emprunte au procédé de l'affiche. Donc c'est un poème qui rapatrie, et c'est un point absolument fascinant, la poésie à l'intérieur de la vision. Alors, cette musique mentale, est-ce qu'elle ne s'apparente pas à ce qu'on pourrait appeler, pour Mallarmé, la fiction moderne? Parce qu'on sait que Mallarmé avait des difficultés avec le roman, même s'il appuyait ses amis, Zola notamment, qu'il a défendu d'ailleurs au moment de l'affaire Dreyfus. Mais enfin, à chaque fois qu'il parlait de Zola, c'était pour défendre une prose poétique. Et est-ce que, d'ailleurs, le mot, peut-être je me suis trompé dans ma présentation, mais est-ce que le mot fiction conviendrait à Mallarmé dans ce sens-là, par rapport à ce que vous appelez le poème mental C'est un mot qu'il revendique. Oui, c'est un mot qu'il revendique. Oui, c'est un mot qu'il revendique, tout simplement parce que Mallarmé, lorsqu'il découvre le néant, dans les années 1860, ce qu'on appelle les nuits de Tournon, lorsqu'il est à Tournon et découvre le néant, saisit que nous ne sommes, selon ces mots, que vaines formes de la matière, découvre dans le même temps, dans le temps même, au moment même où il découvre en quelque sorte l'inexistence de Dieu, ou la mort de Dieu, diront certains, il découvre la puissance extraordinaire de la poésie. Car si Dieu n'existe pas, la poésie seule, humaine, a engendré précisément tout ce qui semblait émerger ou rayonner du divin. Et il découvre en quelque sorte la force extraordinaire de ce qu'il appelle alors le glorieux mensonge, c'est-à-dire cette puissance de la littérature de fictionner la réalité et de nous envoûter par ce qui pourtant semble être partie prenante du néant et non de la transcendance. Donc c'est le paradoxe. La poésie, à partir du moment où elle saisit que Dieu n'existe pas, comprend que Dieu lui-même est peut-être sa plus belle fiction. Et au moment même où elle découvre sa puissance, pourtant, elle doute de sa propre valeur. C'est en quelque sorte c'est ce paradoxe violent qu'il découvre et qu'il ne cesse d'approfondir. Alors, pour introduire le nombre, écoutons Georges Iffra, qui, comme vous le savez peut-être, a écrit une mémorable histoire des nombres, mais qui nous parle
de l'histoire de la mystique du nombre, et on verra après comment Mallarmé, lui, en est venu au nombre. Ces chiffres anthropomorphiques qui ont la forme de chiffres arabes forment une sorte de carré magique. Ce carré magique, c'est-à-dire un carré de 9 cases, 3 colonnes et 3 lignes, qui forme ce qu'on appelle un carré magique qui donne comme total 18, aussi bien en diagonale qu'en ligne qu'en colonne. Alors 18, à quoi correspond-il ? Ce 18 correspond au nom hébraïque Hay, qui est le nom, qui est un attribut de Dieu, ça veut dire vivant. Ça correspond également, c'est un nombre sur lequel on a beaucoup spéculé, les juifs, les kabbalistes ont beaucoup spéculé sur ce nombre 18 également. Et ce carré magique servait de talisman, servait de porte-bonheur. Hay veut dire aussi en arabe le vivant, c'est un attribut d'Allah également. Et ça a été très utilisé par la civilisation islamique, enfin notamment par les soufis. Et c'est également, parce que j'ai voulu résumer un petit peu l'histoire des religions, l'histoire de la mystique du nombre. C'est le 18, c'est Iota Eta, c'est la valeur de Iota Eta, qui est l'initiale de Jesus, Jésus. Puisque Jesus s'écrivait Iota Eta Sigma Upsilon Sigma. Jesus. Et c'était un carré magique également utilisé par les chrétiens et les gnostiques. France Culture, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance en compagnie du philosophe Quentin Meillassoux pour son livre Le Nombre et la Sirène, un déchiffrage du coup de dé de Mallarmé qui vient de paraître aux éditions Fayard. Quentin Meillassoux, on écoutait à l'instant Pierre Boulez, Pli selon Pli, qui est une adaptation musicale de Mallarmé, et auparavant, comme je vous l'indiquais, Georges Diffra qui nous parlait du nombre 18. Mais vous, Quentin Meillassoux, vous spéculez pas sur le 18. Mais alors, vous spéculez beaucoup sur le 7. Sur le 7, parce que le 7 est un nombre, ou un chiffre, diraient les mathématiciens, est un chiffre, mais à mon avis un nombre aussi, d'un point de vue mallarméen, que le poète a mobilisé plusieurs fois. Dès 1868, il écrit une première version de ce que l'on appelle le sonnet en X, où il imagine un salon vide, où le maître est allé puiser de l'eau du Styx, et une croisée au nord vacante, où pénètre la lumière d'un septuor qui se réfléchit dans un miroir. Alors ce septuor, donc, c'est une constellation. Si elle est au nord, on suppose qu'elle contient précisément cette étoile du nord qui va gouverner et guider le poète, dans cette nuit qui est la nuit de la mort de Dieu. Mais au lieu que cette nuit soit considérée comme la nuit d'un deuil, elle est au contraire le lieu d'une beauté que le jour divin n'aurait pas pu apporter. C'est une fois que le Dieu s'est retiré qu'au contraire nous voyons la splendeur des constellations, la splendeur du hasard, puisque les constellations pour Mallarmé sont vraiment dispersées au hasard. Et dans ce hasard des constellations, nous pouvons extraire un peu de beauté, et en particulier celle du septuor. Or, dans le coup de dé, nous voyons apparaître de nouveau cette constellation, sous la forme d'un septentrion final. Alors même qu'il semble que le maître du coup de dé se soit noyé, nous ne savons pas s'il a lancé ses dés. Nous savons qu'en revanche, il avait inféré de la catastrophe que se préparait l'unique nombre qui ne peut pas être un autre, N'hésitez pas, si vous voulez lire un passage. Je vais le lire tout à l'heure. D'accord. Continue. Donc, ce maître d'équipage, n'est-ce pas, nous ne savons pas s'il a survécu, nous ne savons pas s'il est noyé, il est vraisemblablement noyé, mais nous ne savons surtout pas s'il a lancé les dés qui lui ont permis d'obtenir ce nombre énigmatique, capable d'être l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Mais ce que nous voyons à la fin du coup de dé, c'est une sorte de lancer stellaire qui aboutit à l'illumination d'une constellation, d'un septentrion. Mallarmé écrit « Rien n'aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être une constellation,
froide d'oubli et de désuétude, pas tant qu'elle n'énumère sur quelque surface vacante et supérieure le heurt successif sidéralement d'un conte total en formation, veillant, doutant, brillant et méditant, avant de s'arrêter à quelque point dernier qui le sacre. Donc nous avons ici affaire à un sacre, le sacre précisément espéré d'une religion de la poésie, et ce sacre prend la forme d'un septentrion, donc d'un 7. La question que je me suis posée, c'est est-ce que Mallarmé n'a pas tenté, dans le coup de dé, d'engendrer un nombre? Donc ça, c'est la découverte. Ça, ce serait la découverte ou l'hypothèse, si on veut, parce que c'était une découverte. Votre découverte. C'est une découverte en forme de Alors, peut-être. voilà le nombre, attention, voilà le nombre. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que Mallarmé n'a pas tenté de coder un nombre au sein du poème qui serait... Lorsqu'apparaît le mot sacre. Lorsqu'apparaît le mot sacre. Est-ce que le mot sacre n'est pas précisément ce qui va permettre d'achever un décompte? Quelque chose serait compté dans le poème, mais ce qui est compté dans le poème, ce ne serait plus les syllabes, ce serait autre chose. Et cette autre chose serait précisément le nombre engendré par un lancer de dés, mais le lancer de dés de Mallarmé lui-même, qui aura fait un pari, lançant son poème en quelque sorte dans la réception historique, et se demandant si cette bouteille à la mer sera jamais ouverte par un lecteur ou un décrypteur futur. Ce qui est fascinant, c'est que Mallarmé s'est vraisemblablement, très vraisemblablement inspiré pour le coup de dé, comme l'avait bien vu Thibaudet, d'un poème de Vigny, La bouteille à la mer, justement, où l'on voit un capitaine lancer dans une bouteille les calculs stellaires qui lui ont permis de découvrir une nouvelle route. Pour être un peu plus trivial, cela veut dire que cette fiction subversive ne peut exister, ne peut être que si un lecteur potentiel découvre ce nombre mystérieux au moment où il le lit. Et ça, c'est pas du tout sûr que ce lecteur arrive. Mais il se trouve que c'est vous. Alors, par hasard, il se pourrait que... Par hasard, forcément. Oui. C'est un poème sur le hasard. C'est un poème sur le hasard, et je pense qu'effectivement... Mais vous êtes le hasard, là. Alors, mais vous n'avez pas dit pourquoi le sacre. Alors, l'hypothèse que on en était resté au 7, le 7 qui va croiser le si, bon, on ne va pas prendre l'explication du si, bon, là c'est pour la 7e note de la gamme, mais le sacre... Alors, le sacre, j'ai commencé par compter d'abord la phrase finale, toute pensée émet un coup de dé. J'ai compté ce qui pourrait être lié au 7. Or, il se trouve que cette phrase finale est en 7 mots. Et donc, j'ai compté l'ensemble des mots du poème jusqu'au mot sacre, qui précède précisément cette phrase finale. Mon idée, c'était que le mot 7 apparaissait dans cette phrase finale, pour lui-même, et qu'il apparaissait sous la forme d'un nombre à l'intérieur du poème. Or, comptant les mots du poème jusqu'à sacre, je suis tombé sur le compte 707. Sacre est le 707e mot du poème. C'est très étrange. Vous avez dit merde d'un Boeing. Eh oui, ça me faisait penser à Boeing. Un peu, oui, mais en même temps, je trouvais tout à fait fascinant l'hypothèse que le nombre mallarméen aurait parcouru les ciels, n'est-ce pas, des années 60 sur les Boeing. Mallarmé, dans sa jeunesse, avait écrit « Comme ce ciel terrestre est divin », et j'avais l'impression qu'au fond, ce ciel terrestre était devenu divin grâce à Boeing. D'autant plus que l'histoire est amusante, puisque le nombre 707 pour Boeing a une origine purement esthétique. Il devait s'appeler 700, mais il semble qu'un homme du marketing traversé par l'esprit de Mallarmé. Un Mallarméen. Voilà, Mallarméen avait dit en anglais « It doesn't have a good ring ». C'est un jeu de mots intraduisible signifiant « il y a un anneau de trop et ça ne sonne pas bien ». Et donc, nous tombons sur le 707. Alors, découvrant effectivement que le conte s'achevait sur le mot sacre et le 707e mot, j'ai considéré que cette hypothèse n'était au fond légitime que si je trouvais trace du 707 dans le poème. Il fallait que je trouve en quelque sorte un passage du poème qui pouvait être interprété en quelque sorte comme une charade du nombre 707. Et je l'ai trouvé précisément au centre même du poème, la page que j'appelle la page du tourbillon, qui est une page qui contient en haut et en bas, dans le sens de la diagonale, deux comme si. Or, le si, chez Mallarmé, évidemment, c'est à la fois le si de l'hypothèse, tout se passe en hypothèse dans le poème, c'est en même temps le si musical, la note de musique, ce sont en même temps les initiales ou le chiffre de Saint Jean-Baptiste, qui est précisément, pour Mallarmé, un prophète qui le fascine parce qu'il est fasciné par le thème de la décapitation, de la décollation, qui pour lui est une parfaite image de la purification nécessaire, du sacrifice nécessaire
nécessaire de l'acte poétique. Or, cette page de Tourbillon, on pourrait considérer qu'elle compare, au fond, le si, ou Saint-Jean, précisément, à la toque et à la plume du maître, qui surnage dans le tourbillon et qui tourne autour du gouffre central. Ce qui reste de la tête. Voilà. Et le premier comme si, évidemment, si c'est une note, si est la 7e note de la gamme de do majeur, donc on a un premier 7, on a un deuxième 7, un second 7 tout en bas de la page, et au milieu, de quoi est-il question ? Le néant. Du gouffre. Gouffre. Une insinuation simple, donc ceci est une insinuation simple du 7, où le mystère précipité dans quelques proches tourbillons d'hilarité et d'horreur voltige autour du gouffre, sans le joncher ni fuir, et en berce le vierge indice comme si. Donc il est question d'un gouffre, d'un néant, d'un gouffre circulaire, c'est-à-dire d'un 0. 7, 0, 7. On a donc précisément le 707 crypté par le texte. Et à partir de là, nous pouvons commencer à prendre au sérieux cette hypothèse. Quand bien même lancé, dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit que l'abîme, plongé, étale, furieux, sous une inclinaison plane, désespérément. France Culture, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance en compagnie du philosophe Quentin Meilhassou pour son livre Le Nombre et la Sirène, un déchiffrage du coup de dé de Stéphane Mallarmé qui vient de paraître chez Fayard. Alors, chers auditeurs, nous en étions arrivés à la découverte du nombre 707, mais nous ne savons toujours pas pourquoi ce nombre peut-il prétendre au statut d'unique nombre qui ne peut pas être un autre, Quentin Meilhassou. Pourquoi celui-ci ? Alors, ce nombre est en effet un nombre quelconque, c'est-à-dire que ce décryptage ne nous découvre pas un secret merveilleux, mais au contraire une charade enfantine, quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant puéril et n'étant pas digne d'un poète tel que Mallarmé. Alors en quoi ce chiffre ou ce nombre est-il nécessaire ? Il faut faire un détour par un conte. Il a quand même fallu plus de 100 ans pour le trouver. Oui, mais bon, il s'agit de compter des mots. Certes, mais il s'agit de compter. Personne ne l'avait fait. Mais le poète est celui qui compte, en fait, contrairement au prosateur. Mais il faut faire un détour par un conte de jeunesse assez fascinant, tout à fait fascinant, pardon, Igitur, qui est écrit en 1869, où l'on voit déjà un personnage hamlétien descendant dans le caveau de ses ancêtres, et toute l'intrigue étant développée autour de l'idée de savoir s'il va ou non lancer les dés en accord avec la lignée dont il descend, c'est-à-dire va-t-il continuer à rêver de l'Alexandrin parfait, du 12, alors même qu'il est traversé par la crise de la mort de Dieu et ne croit plus précisément à cette divinité dont la lignée des romantiques, que les romantiques considéraient comme précisément cette divinité qui gageait la valeur de leurs symboles et de leurs métaphores. Alors, dans ce conte, Mallarmé dit que le hasard est infini pour une raison précise. C'est parce qu'il est à la fois présent dans ses productions les plus évidentes, c'est-à-dire quand les résultats insignifiants, ce qui dans le coup de dé sera appelé l'inférieur clapotis quelconque, je rate mon vers, je rate mon poème, ou j'échoue dans la vie, je n'ai affaire qu'à des accidents, qu'à un chaos. Mais il est aussi présent dans ce qui semble le nier, c'est-à-dire les choses les plus frappées, les plus manifestement frappées de nécessité. Un vers sublime, ou au contraire une partie remportée, une coïncidence qui paraît divine. Eh bien non, c'est encore le hasard. Le hasard est infini parce qu'il est présent à la fois dans ce qui le manifeste et dans ce qui semble le contredire.
C'est un infini sans doute inspiré de la dialectique et non pas de l'arithmétique. Mais je crois que c'est cet infini dont parle le coup de dé lorsqu'il affirme qu'une sirène, n'est-ce pas, va abolir ce qui bornait l'infini, c'est-à-dire un roc sur lequel, semble-t-il, la nef du poète s'est effondrée. Alors, si le nombre est nécessaire, c'est qu'il a l'infinité du hasard. Au fond, comme un coup de dé ne pourra jamais abolir le hasard, seul le hasard est nécessaire. Mais si nous obtenons un nombre par le coup de dé qui a la structure infinie du hasard, alors ce nombre lui-même sera un nombre nécessaire, aussi nécessaire que le hasard lui-même. Pour que ce nombre soit nécessaire, il faut qu'il soit, en quelque sorte, tout entier dominé par un thème qui est essentiel chez Mallarmé, le thème de l'hésitation. Au fond, Mallarmé va être de plus en plus fasciné par ce thème hamlétien de l'hésitation. Hamlet, pour lui, est le seigneur latent qui ne peut devenir, parce que l'hésitation est très exactement ce qui reproduit chez l'être humain l'infinité du hasard. Au fond, quand j'hésite, je suis à la fois toutes les virtualités, toutes les options. Et de fait, le conte Igitour est un conte hésitant parce qu'il a deux fins distinctes. Il faut peut-être préciser quand même une chose, Quentin Meilhassou. Bon, la découverte du procédé, donc du nombre, elle ne peut être qu'accidentelle. Vous dites et vous soulignez avec justesse que Mallarmé a bien livré au hasard le soin de déchiffrer son poème. Mais alors il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, c'est que en même temps que Mallarmé nous dévoile cette structure du hasard, vous dites que le poète a à la fois codé et refusé de coder son poème. C'est-à-dire que finalement, il a mis en œuvre un nombre qui contiendrait la possibilité ou pas d'exister, mais pas de façon forcément volontaire. J'ai bien compris ? Exactement. C'est-à-dire que l'infinité pour Mallarmé, c'est la possibilité d'être... Ça veut dire que c'est la structure même, disons, de la langue, du maître, la musique silencieuse, immanente du poème qui contiendrait, disons, cette possibilité du hasard, sans que pour autant le poète n'ait voulu forcément y mettre son intention. Voilà, Mallarmé a... C'est à peu près ça ou alors, je résume trop En fait, c'est quelque chose quelque chose de plus matériel en quelque sorte que cela. Mallarmé a introduit dans son décompte, à mon avis, un principe d'incertitude. C'est-à-dire que compter les mots, c'est clair. Compter les mots, normalement, c'est qu'on sait quel résultat ça donne. Eh bien non, il a introduit dans son poème des mots composés. Sur le tiret. Voilà, il a introduit des mots composés qui de surcroît n'ont pas de tiret, sont écrits sans tiret à son époque, au-delà et par-delà. Au-delà et par-delà, faut-il les compter comme 4 mots ou comme 2 mots ? Voilà l'incertitude. Or, en introduisant cette incertitude, il infinitise le nombre, parce que le nombre, à la fois existe et n'existe pas. C'est-à-dire que nous sommes persuadés qu'il existe par un décompte qui semble être le plus probable, le plus plausible. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites qu'il est codé sans être codé. Voilà, il est codé parce qu'il y a un décompte plausible. Et de surcroît, il y a une charade. Bon, tout ça converge, donc manifestement, il est codé. Mais après, nous nous apercevons que nous avons décidé de compter de telle ou telle façon les mots composés. Donc c'est nous qui introduisons une décision. Donc il n'est pas sûr qu'il soit codé. Et à partir du moment où ce grippage s'introduit à l'intérieur du décompte, nous finissons par douter de toutes les constructions que nous avons faites. Et ainsi, que se passe-t-il ? Eh bien, souvenez-vous, la seule chose que l'on savait du maître, de l'équipage, quand il avait les dés en main, la seule action paradoxale que nous connaissons de ce maître, c'est qu'il hésite. Il hésite à lancer les dés. Et nous découvrons qu'à la fin, le nombre lui-même est un nombre hésitant. Donc, nous ne savons plus si Mallarmé a ou non codé le poème. Il est tel le maître dans une hésitation éternelle. Mais l'hésitation, pour Mallarmé, c'est justement la possibilité d'être à la fois ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. C'est le Hamlet idéal qui jamais ne déciderait à la fin de venger son père plutôt que de ne pas le venger, mais qui resterait pour toujours ce seigneur latent qui ne peut devenir, à savoir Mallarmé lui-même. Cette infinité est en quelque sorte ce par quoi l'homme Mallarmé participe de la divinité des modernes, c'est-à-dire participe du hasard. C'est à la fois une passion, un sacrifice, et un sacrifice paradoxal, parce qu'il participe de l'incertitude même du hasard. Quentin Meilhassou, j'entends un auditeur qui pose une question. La sirène, parce que le nombre est la sirène, et la sirène, elle est dans le poème. La sirène est dans le poème. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, justement, elle intervient à un moment où il y a une crise
c'est-à-dire le tourbillon a eu lieu, et en même temps, nous avons l'impression que le maître a été rongé par, au fond, la conscience de l'inanité de son acte. Bon. Au fond, nous avons l'impression que Mallarmé lui-même est désespéré de devoir en venir à une chose aussi enfantine que le conte. Et la sirène vient briser un roc qui imposa une borne à l'infini. Ce roc, à mon sens, c'est précisément celui du nombre bien clos. Ce que la sirène va introduire, c'est ce principe d'incertitude. Et ce qui est intéressant, c'est que la sirène intervient, au fond, dans une page que j'appelle la page du E muet. La page du E muet, pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux E muets à l'intérieur de cette page, et parce qu'il est également présent dans une séquence, dans un segment, où il est écrit « Soucieux, expiatoire et pubère muet, rire que si c'était le nombre, ce serait le hasard ». Pubère muet, on a un E muet. Or, le E muet, pour Mallarmé, c'est précisément ce qui permet à l'alexandrin de ne pas être un vers exténuant. C'est-à-dire qu'il considérait qu'on avait la liberté de prononcer ou non le E muet à l'intérieur des vers réguliers. Ce qui permettait aux vers réguliers, au fond, de s'infinitiser dans une certaine mesure. C'est-à-dire, à la fois, c'était entre les deux, quoi. C'était une règle stricte et c'est pas une règle stricte. Donc, il rêvait, face aux vers libres, face aux vers libristes les plus radicaux qui, comme Gustave Kahn, voulaient éradiquer le vers régulier, il rêvait, lui, d'une règle avec un petit jeu d'incertitude en elle-même qui incorporerait en quelque sorte cette hésitation où toujours, selon lui, se profile l'infini. Bon, donc cette page du E muet, cette page de la sirène, c'est celle qui nous annonce glorieusement que le nombre va en vérité être un nombre hésitant. Mais nous annonçant cela, le paradoxe, c'est qu'elle annonce plus que cela, c'est-à-dire qu'elle annonce peut-être que tout ne fut qu'un rêve. Il n'y eut jamais, en vérité, de nombre. Et ce qui est, me semble-t-il, tout à fait fascinant, c'est que j'ai parlé de deux mots composés, sans tiret, mais il y a un troisième mot composé avec un tiret, qui finit d'affoler en quelque sorte le principe de compte, parce que nous n'avons plus de règles univoques, et ce mot composé avec un tiret, c'est celui qui arrive à la fin. Rien n'aura eu lieu excepté peut-être une constellation. C'est-à-dire que ce peut-être est en quelque sorte un peut-être qui se crée lui-même, qui s'engendre lui-même et qui donne au fond sa signification véritable à ce poème et en même temps à l'analyse que j'en propose, une hypothèse constellatoire. Mettons qu'il entre dans la salle un zéro. C'est pas facile à imaginer l'entrée d'un zéro dans la salle, mais il faut travailler, il faut imaginer l'inimaginable. Allez, concentrez-vous, un magnifique zéro entre dans la salle, un zéro parfaitement rond. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le zéro s'installe tout au bout des 100. Et d'un seul coup, ça fait 1000. Un zéro au bout de 100, c'est 1000, pas d'erreur. À cause d'un beau zéro, vous êtes 1000 maintenant. J'ai le trac. Jouer devant 1000 personnes, j'ai un trac épouvantable. Et que vois-je? Un autre zéro qui entre. Il est un peu plus maigre, ce zéro, mais il n'est pas si mal. Il est encore dodu. Il a mangé pas mal de 1, de 2, de 3. Il a même dévoré un 78. Parce que pour faire zéro, il faut manger tout ce qui n'est pas zéro. C'est pour ça qu'ils sont ronds, les zéros. Ils sont bien nourris. Ils bouffent du nombre toute la journée, rien que pour rester zéro. Ceci dit, je ne vois pas pourquoi ces zéros arrivent en retard. Dites donc, vous, le zéro, ça a commencé depuis un bout de temps, on est déjà 1000. Mettez-vous tout au fond et ne bavardez pas avec le 5, s'il vous plaît. J'ai un de ces tracs, parce que le deuxième zéro tout au bout des 1000, ça fait 10 000. C'est le cirque romain. C'est un concert du groupe rock Majestuous Braunegg. Et ce n'est plus du petit théâtre tranquille. Mais attention, encore un énorme zéro. Il a mangé un 742, celui-là. Et encore un, là, arrêtez-les à la garde. Que fait donc la police? Vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance en compagnie du philosophe Quentin Meillassoux pour son livre Le Nombre et la Sirène, un déchiffrage du coup de dé de Mallarmé qui vient de paraître aux éditions Fayard. Nous écoutions Ravel, L'Enfant et les sortilèges, le passage consacré à l'arithmétique, et le philosophe Alain Badiou faisant entrer des zéros dans la classe. Alors, des zéros.
des nombres, l'infini. Vous avez un chapitre qui s'intitule « Fixer l'infini » Quentin Meillassoux. Alors, fixer l'infini, retenir, produire le hasard, Mallarmé, écrivez-vous, nous aurait appris que la modernité avait en effet produit un prophète, mais effacé, un Messie, mais par hypothèse, un Christ, mais constellatoire. Il aurait architecturé un fabuleux cristal d'inconsistance contenant en son cœur, visible par transparence, le geste de sirène impossible et vif qu'il avait engendré et l'engendre toujours. Engendrer le hasard et l'infini, pourquoi ? Peut-être pour répondre à cette aspiration qui traverse l'ensemble du XIXe siècle. Une religion des modernes. Au fond, la modernité nous paraît lointaine dans sa volonté d'engendrer une religion. Engendrer une religion, c'est pourtant l'obsession des poètes tels que Hugo, tels que Lamartine, nous en avons parlé, des utopistes, tenter de forger un lien social symbolique et non pas un lien social purement lié aux intérêts et aux conflits sociaux. Eh bien, cette espérance du XIXe siècle, mon hypothèse, c'est que Mallarmé lui a trouvé une forme particulièrement rigoureuse et originale. Il a inséré dans son poème quelque chose qui pouvait ou non se produire, dont il n'aura jamais su si cela allait ou non se produire. Ce poème a traversé l'ensemble du XXe siècle et il nous arrive en quelque sorte avec sa puissance de déflagration, cette œuvre à retardement, comme on dit, une bombe à retardement, qui nous propose la seule façon, peut-être, dont nous autres, modernes ou postmodernes, traversés par l'ironie, nous pouvons accepter quelque chose comme un lien symbolique, un lien peut-être religieux à la poésie. Cette bombe à retardement, c'est un thème qui vous est cher, j'ai envie de dire, c'est la contingence absolue. C'est la contingence, et c'est la contingence qui produit des effets profondément imprévisibles, qui sont des effets similaires à celui qui serait produit par le divin. Au fond, si la contingence est capable de tout, elle est peut-être capable, précisément, de nous apporter une certaine idée du divin, dépourvue de toute transcendance. Ce que Mallarmé, à mon sens, nous suggère, c'est peut-être que le cérémonial n'est pas ce que nous croyons, et n'est pas peut-être ce qu'il croyait lui-même dans les notes en vue du livre. Le cérémonial que les modernes recherchent, c'est peut-être tout simplement celui du livre, celui de la lecture, celui de l'écriture, ce qu'il appelle quelque part le concept de cloître. Ce cloître qui ne prend plus la forme du monastère, mais qui prend la forme de cet isolement discret par lequel le lecteur se plonge mentalement dans un livre, dans un livret, celui du coup de dé, qui ne peut être que vu et qui ne peut pas être simplement l'objet d'une cérémonie. Et par ce biais, nous rejoignons au fond ce en quoi nous sommes capables de croire. Nous sommes capables de croire en la lecture et de croire en un divin par hypothèse, en un divin qui incorpore l'ironie de n'exister peut-être pas. Mais il y a quand même une différence entre la lecture solitaire et la lecture publique. Il y a une différence, mais j'ai la conviction que Mallarmé s'est de plus en plus acheminé vers l'idée que la lecture véritable était la lecture solitaire. C'est-à-dire que la lecture... Mais c'est contradictoire avec l'idée de cérémonie, alors. C'est pourquoi, à mon avis, il y a une tension à la fin. Il y a une tension entre le coup de dé et les notes en vue du livre. Les notes en vue du livre essayent au fond de faire voir la lecture à une assistance. C'est-à-dire que on voit un opérateur qui adjoint des pages entre elles comme il y aurait accouplement de vers. Mais on voit l'ajointement. Il y a une sorte de danse de la rime visuelle. Donc essayer de faire voir la lecture. Mais le coup de dé me paraît plus profond en ce sens qu'il saisit que la lecture, c'est quelque chose de mental. Et si la lecture est quelque chose avant tout mental, essentiellement mental, alors il faut un livre qui ne peut être que lu mentalement. Mais il faut que dans cette lecture mentale, nous fassions l'expérience, par le biais même de la fiction, d'une vérité, ou d'une réalité plus profonde que toute réalité. Et cette réalité, je pense qu'elle est celle du peut-être. C'est-à-dire que si nous vivons dans un monde de hasard, alors peut-être que quelque chose peut encore se produire. Donc ça serait ça pour vous la véritable méthode de Mallarmé ?
Au sens où on se rappelle, on s'en souvient que Mallarmé avait lu attentivement le discours de la méthode et beaucoup d'auteurs, dont Alain Badiou, ont repris cette expression méthode de Stéphane Mallarmé. Oui, Bertrand Marchal insiste à juste titre sur le fait que Mallarmé a sans doute découvert dans le discours de la méthode, et en particulier dans le doute méthodique, l'idée que la fiction pouvait permettre de parvenir à une vérité. Dans le doute méthodique, et en particulier dans les méditations métaphysiques, Descartes développe un certain nombre d'hypothèses, dont celle du malingénie, hypothèses qui se révéleront fausses, mais qui sont pourtant la voie obligée pour parvenir à une vérité. Eh bien, la voie de la fiction, dans le coup de dé, est peut-être la seule façon pour nous de parvenir à cette réalité plus profonde que toute réalité, qui est la réalité du peut-être. Eh bien, vous voyez, on revient à la fiction. L'homme est un indestructible dans la mesure où la fiction est indestructible, en un certain sens. En un certain sens, ce qui ne peut pas passer, c'est précisément ce possible dense, ce sens de ce que j'appelle le possible dense. Quelque chose peut encore se produire. Et je crois que la fascination que Mallarmé avait à contempler la nuit, ou à contempler ce spectacle qui ne peut se produire que la nuit, celui du feu d'artifice, c'est celui de la lumière passante, ou c'est celui de la lumière à peine scintillante, celle qui a déjà disparu avant même de laisser trace dans le ciel de ce qu'elle fut, dans le feu d'artifice. Et c'est sans doute cette fusée, ce feu d'artifice, que Mallarmé a tenté d'être lui-même au sein du geste peut-être réel que fut celui du décompte. Et c'est cela aussi le hasard de la constellation. Le hasard de la constellation, c'est celui précisément qui nous fait voir la beauté de ce qui n'a pourtant aucun sens, c'est-à-dire la distribution sans suite des étoiles les unes par rapport aux autres. Merci Quentin Meillassoux, je disais livre éblouissant, je pesais mes mots. C'était Les Nouveaux Chemins de la Connaissance proposés par Philippe Petit. Vous retrouverez cette émission sur le site internet de France Culture à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent nos téléchargements, les émissions de la semaine, les écoutes en ligne des émissions précédentes ainsi qu'une bibliographie. La semaine prochaine, Les Nouveaux Chemins du lundi au jeudi présentés par Adèle Vendrette seront consacrés à la notion de vérité. Et je vous retrouverai quant à moi vendredi pour une émission consacrée à l'écrivain Herman Melville. Mais attention, ça sera vendredi en 8 car France Culture est à Jérusalem la semaine prochaine. Il est 10h59 sur France Culture. Tout de suite, Culture Monde, présenté par Florian Delorme.